Bonsoir, bienvenue au Centre Tchèque. Je suis heureux de vous accueillir donc, pour cette soirée, la troisième, dans le cadre de cette semaine dédiée au Festival international de musique du Printemps de Prague au Centre Tchèque de Paris. Je suis très heureux d'avoir cette table d'invités. D'une part, M. Roman Bělor, directeur du Festival du Printemps de Prague, M. Hervé Boutry, directeur général de l'ensemble intercontemporain, M. Michel Tranchant, chef de chœur du chœur de Radio France, et deux compositeurs tchèques, comment dire, tous deux liés assez étroitement à cette maison et que vous avez vu souvent ici, Miroslav Srka à ma gauche et Krzysztof Mažatka en bout de table. Je ne vais pas parler longtemps, juste quelques mots. Vous l'avez compris, cette soirée sera composée donc de deux parties. Une première partie, un peu de présentation, d'une part du festival et peut-être des relations tchéco-françaises que l'on peut retracer à travers l'histoire du festival. D'autre part, nous allons parler de deux créations qui auront lieu cette année au Festival du Printemps de Prague. Et puis après donc cette première partie, il y aura un très bref entracte pour nous permettre principalement d'amener le piano sur scène. Et puis nous aurons une partie concert avec entre autres bien sûr la création mondiale de l'arrangement par Krzysztof Mažatka du fameux trio Dumke de Dvořák. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je passe peut-être tout de suite la parole à Roman Bělor. Mesdames et messieurs, merci que vous êtes arrivés, que vous êtes si nombreux. Je apprécie. Au début, je voudrais remercier le Centre Tchèque pour organiser ce rencontre et ce concert. C'est un grand plaisir. Nous sommes honorés d'avoir la possibilité de se présenter ici à Paris. Je voudrais remercier aussi nos collègues de profession qui ont détruit leur week-end pour être avec nous. Merci. Merci pour ça. Et puis, pour augmenter l'efficacité de ce rencontre, je vais demander de temps en temps Gaspard pour la traduction tchéco-français, parce que mon français existe, comme vous écoutez, mais ce n'est pas quelque chose pour la présentation internationale. J'ai peur. Já bych v úvodu chtěl říci, že ta francouzská sezóna na Pražském jaru je vlastně teprve podruhé, kdy se nastává situace, kdy vlastně svěřujeme významnou část festivalu jiné hudební kultuře. Stalo se tak poprvé v roce 2006, kdy jsme vlastně uspořádali zcela logicky sezónu slovenskou, protože samozřejmě Slovensko bylo a zůstává jaksi komplementem, zejména kulturním, k té kultuře české. Je dois dire pour commencer que nous dédions cette année le festival principalement à la musique française, c'est donc une saison française. Ce qui est assez spécial dans l'histoire du festival, ce n'est que la deuxième fois que le festival est entièrement thématique, entièrement dédié à un pays. La première fois, cela avait été en 2006 et le festival avait été dédié à la Slovaquie, assez logiquement je dirais, puisque les liens qui unissent la République tchèque et la Slovaquie restent très étroits. My v tomto roce Pražské jaro můžeme rozdělit vlastně na tři části. Jedna část jsou koncerty a programy, které jsou zcela francouzské. Pak jsou to koncerty, které jsou s Francií nějak spojeny v osobě účinkujících anebo v podobě skladeb, které jsou hrány často také českými nebo i zahraničními umělci, kteří nejsou z Francie. No a pak je tam zhruba 1/3, která vlastně zůstává nefrancouzská, za to se omlouvám, ale Pražské jaro zůstává mezinárodním festivalem a nebylo zcela věnováno Francii, takže najdete ku podivu i některé koncerty, které vlastně s Francií nesouvisí. La programmation cette année, je dirais, a trois parties, trois aspects. D'une part, des concerts entièrement français,
d'autre part des concerts où la part belle est faite à la musique française, mais qui peut être donnée par des interprètes autres, entre autres bien sûr beaucoup d'interprètes tchèques. Et troisièmement, des concerts non français, je m'en excuse, nous restons un festival international, et donc il y a aussi un certain nombre de concerts qui, en apparence, n'ont rien à voir avec donc, cette ligne dramaturgique principale. Já se nebudu rozsáhle popisovat historii festivalu, vy máte k dispozici v programech i ve speciální statistice takovou fenomenální bilanci té spolupráce Pražského jara s francouzskými umělci a s francouzskou hudební kulturou. To je snad jenom kratičká vzpomínka na otce zakladatele. Vidíte, že Pražské jaro bylo založeno už v roce 1946 slavným českým dirigentem a tehdejším šéfem České filharmonie Rafaelem Kubelíkem, který vlastně už na ten první ročník a první 2 ročníky před svou emigrací pozval řadu skvělých umělců a díky tomu jsme v Praze mohli naši předkové vidět takové osobnosti, jako byl Charles Munch nebo Ginette Neveu, Pierre Fournier a tak dále. A abych nemluvil tedy jenom o Francouzích, tak velkou chloubou pochopitelně Pražského jara je také to, že na prvních 2 ročnících debitoval v Evropě vlastně v té době slavný americký pianista, dirigent a skladatel Leonard Bernstein. Quelques mots très rapidement sur l'histoire du festival, rapidement parce que vous avez sur le présentoir à l'entrée de la salle différents matériaux à votre disposition, y compris un document avec, je dirais, la statistique des présences françaises au festival, tous les interprètes, les compositeurs qui s'y sont produits. Comme vous le savez, le festival est créé en 1946. Je rappellerai juste une des grandes personnalités, sans doute le père fondateur du festival, le fameux chef d'orchestre Rafael Kubalik, grâce à qui ou qui a pu inviter dès les débuts du festival un grand nombre d'invités de marque, entre autres Charles Munch par exemple, Ginette Neveu, Jean Fournier, etc. Et peut-être une remarque intéressante, c'est là, dès le début du festival, que fait ses débuts européens le chef d'orchestre et pianiste Leonard Bernstein. Už se chýlím ke konci, pouze uvedu, že ten letošní ročník Pražského jara je mimořádný tím, že vlastně teprve po 3. v historii bude hrát úvodní koncert zahraniční symfonické těleso. Předtím to byly 2 britské orchestry, ale letos poprvé tu legendární a erbovní skladbu Pražského jara Mou vlast Bedřicha Smetany bude na 2 provedeních v Praze hrát orchestr Philharmonique de Radio France s dirigentem Petrem Aungianem a my také máme velkou radost toho, že tentýž orchestr bude v Praze hrát, řekl bych, svůj samostatný program, jehož součástí je právě česká premiéra díla Krištofa Mařatky. A další ensemble, který samozřejmě k naší velké radosti se vrací do Prahy, je ensemble Intercontemporain, který rovněž vlastně v Praze s českým dirigentem Tomášem Hanusem předvede premiéru jiného českého skladatele Pavla Celníka, který je také tady s námi, takže tím se zrovna dostáváme k těm premiérám a já se chýlím ke konci svého projevu. Je vais m'arrêter là. Juste un point, je crois que cette année le festival sera vraiment exceptionnel et une des raisons c'est entre autres le fait que ce n'est que la 3e fois dans l'histoire du festival qu'un orchestre étranger, un orchestre non tchèque inaugure le festival avec l'œuvre fameuse, je dirais presque symbole du festival qui est jouée lors de son début tous les ans, Ma Vlast, ma patrie de Smetana, qui sera donc donnée 2 fois cette année par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Je suis heureux aussi que l'Orchestre Philharmonique de Radio France puisse donner après un 3e concert avec un programme individuel, je dirais, dans le cadre duquel sera donnée la création tchèque de l'œuvre Vábení de Krištof Mařatka. Et je suis heureux aussi que nous puissions avoir cette année l'ensemble intercontemporain qui revient à Prague et qui sera cette année dirigé par le chef d'orchestre tchèque Tomáš Hanus,
avec entre autres la création mondiale d'une œuvre de Miroslav Semka, ce qui nous permet de faire la transition vers la présentation de ces deux œuvres-là. Merci beaucoup Roman Biron pour cette présentation. Sans plus attendre, je vais me tourner vers Mirek et M. Boutry. Jusqu'à un mot peut-être du point de vue du centre. C'est un plaisir de vous avoir, bien sûr, tous deux. Nous avons souvent donné des œuvres de Mirek Semka ici. Il a lui-même donné un certain nombre de conférences. Donc c'est un peu une affaire de cœur et un grand plaisir. Alors, je commence par passer la parole à Hervé Boutry. Alors, bonsoir d'abord. Je voudrais vous dire que pour nous, le festival du Printemps de Prague a été important dans les dernières années. Nous sommes allés là-bas avec Pierre Boulez. Je n'ai plus la mémoire exacte des dates. Roman Bellor peut peut-être m'aider. Mais nous avons donné là-bas un concert mémorable avec le Marteau sans maître et Pierrot Lunaire. Donc deux œuvres, disons, qui sont à la base de la musique que Pierre Boulez a composée aussi, donc du répertoire d'ensemble. Nous y sommes retournés avec Pierre Boulez, également avec un programme autour sur Incise. Et quand nous avons travaillé avec Mirek Srenka une première fois, c'était pour une création qui avait lieu à Paris, et nous avons convenu que sa création définitive de l'œuvre qu'il avait commencé à composer pour nous pourrait être proposée au Printemps de Prague. Et je trouve que c'est une chose assez exemplaire que Roman Bellor nous ait fait confiance sur ce projet, parce que après donc, ces premières rencontres sur des œuvres de répertoire, pour nous, c'est vraiment exactement, disons, la logique de pouvoir installer aussi une relation qui va dans les deux sens avec les artistes du pays que nous visitons. Et de créer cette relation, non pas par un simple concert, mais de le faire également en jouant les œuvres de ce compositeur qui est Mirek à Paris. Donc Mirek, nous l'avons rencontré d'abord au Centre Kant de Metz en 2004, je pense. Il y avait plusieurs étudiants et il avait composé une œuvre très courte. Je crois que nous n'avons même pas joué l'œuvre, malheureusement. Nous avons répété l'œuvre, c'était le jeu, ça faisait partie du principe de cette académie. Et cependant, donc, Susanna Melki a décidé de programmer Mirek dans une œuvre nouvelle pour un concert à la Cité de la Musique qui a eu lieu donc en 2008, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, cette œuvre qui s'appelle My Life Without Me. Et donc, il va vous expliquer tout de suite. Et je dois dire également que ma rencontre avec Thomas Hanus, qui avait dirigé à peu près dans la même période le spectacle qui a été donné à l'Opéra de Paris, l'affaire Makropoulos de Janacek, a fait aussi que l'idée est venue de venir à Prague avec aussi un chef d'orchestre tchèque qui dirigera l'ensemble intercontemporain pour la première fois. Mais je crois que c'est quelqu'un qui est d'abord un excellent chef, mais surtout très sensible à la musique contemporaine, qui a déjà créé une œuvre de Mirek. Il connaît donc la musique de Mirek. Et donc, c'est pour nous, nous attendons avec impatience ce moment de la création. Alors, peut-être que maintenant, je passe la parole à Mirek pour qu'il parle de l'œuvre elle-même. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais essayer de présenter la pièce, ce qui est jamais facile en fait, parce que moi je pense que la présentation d'une œuvre, c'est en fait cette œuvre. De la jouer, voilà. Mais le compositeur doit assez souvent parler de ses œuvres. Et moi je parle mieux quand je marche. Parce qu'en français n'est pas si automatique, alors je vais essayer de parler comme ça. Si vous m'excusez parce que je le fais comme ça à l'université toujours.
Cette histoire que Hervé a commencé à dire, en fait, en plus, un petit peu plus compliqué que ça, parce que j'ai vraiment écrit cette pièce en 2004 pour un centre raconte, pour un Saint-Valentin contemporain qui n'a pas joué au concert. Mais 2 ans après, j'ai reçu 2 emails pendant une semaine. Une email était de Matthias Pincher et ensemble moderne, et l'autre email était de Susanna Melki et de Ensemble en temps contemporain, et les deux sont dit nous on veut faire la création mondiale de ta pièce. Et j'étais en panique, qu'est-ce que je fais maintenant? Et Mathias avec Ensemble moderne était je pense 5 jours avant. Alors je dis ok, c'est à vous, c'est Ensemble moderne, je suis désolé. Et je dis je suis désolé Susanna, mais la création n'est plus libre. Et c'était après ça que Susanna a dit ok, on va faire une création, on va faire quelque chose de nouveau. Et voilà, ça c'était vraiment très intéressant pour moi, et j'ai voulu toujours faire quelque chose pour soprano et ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré à Centre Raconte 2001 Clara McFadden, un soprano américain, qui a chanté là avec Quatuor Arditi, le deuxième quatuor de Schoenberg. Et je me suis dit, à cette époque-là, comme étudiant, alors ça c'est mon rêve d'avoir cette soprano une fois. Et après, quand on a parlé de cette commande, on a parlé au téléphone et tu as demandé est-ce qu'il y a un soprano que tu aimerais bien avoir. Et j'ai dit, voilà, oui, c'est Clara McFadden. Et tu dis, ah, ça c'est vraiment parfait parce qu'elle est chez nous juste maintenant et elle va chanter la première fois avec nous dans 2 jours ou 3 jours. Alors c'est passé et on a fait la création de cette pièce en 2008. Mais c'était en fait une création d'une partie de cette pièce. Et maintenant, à Prague, on va faire une création complète de cette pièce. Et je vais essayer à expliquer comment c'est passé tout ça. La pièce s'appelle My Life Without Me et c'est basé sur un film d'une cinéaste espagnole qui s'appelle Isabel Coixet. Et le film s'appelle aussi My Life Without Me. C'est un film qui est en fait en anglais, avec Sarah Polley qui joue Anne, le caractère plus important. Et Anne, c'est une jeune femme de ménage qui, en fait, apprend vers le début du film qu'elle va mourir dans quelques mois parce qu'elle est malade. Et elle prend des décisions comment passer les derniers mois de sa vie en fait, parce qu'elle a 2 enfants qui sont petits, elle a un mari, et elle prend la décision de ne pas dire aux personnes qu'elle va mourir, et de passer en fait les moments derniers comment si elle était disons normale, parce qu'elle ne veut pas dire à personne. Et elle fait un plan. Elle écrit en fait pour elle-même 6 points. Qu'est-ce qu'elle veut faire pendant les derniers mois. Et c'est en fait chose à faire avant de mourir. Dire aux mes filles que je les aime plusieurs fois par jour. 2. Trouver une nouvelle femme pour Don c'est le mari, qui plaira aussi aux filles. 3. Enregistrer des messages d'anniversaire pour les filles jusqu'à leurs 18 ans. 4. Faire l'amour avec d'autres hommes pour voir comment c'est. 5. Faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux de moi et faire quelque chose avec mes cheveux. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de très sérieux, mais quand même, c'est disons, une vie normale, très réelle. Et j'étais passionné par cette vie réelle, en fait, parce que je trouve dans la musique contemporaine, normalement, on fait des choix absolument abstraits. C'est pas... en fait, c'est aussi beaucoup plus facile de travailler avec des textes très abstraits.
je me suis rendu compte de ce fait que c'est beaucoup plus facile quand je suis venu au moment dans le premier mouvement qu'on peut laisser voir maintenant, où en fait où ça devient vraiment vulgaire. Parce que Anne est devenue vraiment fâchée parce que la mère demande toujours qu'est-ce qui se passe avec toi, est-ce que tu es malade? Et elle dit non, je ne suis pas malade, je suis énervée parce que tu me demandes toujours comme ça, et je suis énervée parce que j'étais fâchée parce que je n'étais pas invitée pour un party, pour un dîner. Elle dit jamais la vérité, mais on peut voir que les émotions en fait deviennent vraiment extrêmes. Et ça finit avec les mots because without dreams you can't fucking live. Sans les rêves, on ne peut pas vivre. Mais c'est vraiment un problème comment vous faites le mot comme fucking dans la musique contemporaine. Et en même temps, c'est très sérieux en fait. C'est pas un moment drôle. C'est vraiment très extrême et très sérieux. Je me suis décidé en fait d'aller au chemin où ça devient vraiment pas caché, où ça devient vraiment extrêmement bien écoutable, qu'on utilise un langage comme ça. Et maintenant on peut voir ces 2 minutes où elle en fait parle avec sa mère, où elle devient vraiment énervée de ce dialogue avec sa mère. Ça, c'est un exemple de ce premier mouvement où elle en fait apprend qu'elle est malade. On avait 4 mouvements dans cette version de 2008 qui sont tous des dialogues avec quelqu'un. Ici, c'était le dialogue avec la mère en fait, mais la mère n'est pas là. Et tous les dialogues sont en fait toujours seulement les parties qui sont parlées par Anne. On n'a jamais les autres qui sont là, qui sont pas là. Parce qu'on n'a en fait pas besoin des autres. Parce que toute cette histoire est vraiment dans la tête de Anne. Et pendant les 4 mouvements, tout se passe qui était dans le plan de 6 points que j'ai lu avant en fait. Alors elle trouve un amoureux, elle fait l'amour avec lui, et elle trouve une autre femme qui devient la nouvelle mère pour les filles,
elle devient aussi la nouvelle femme pour son mari. Et ça finisse, le quatrième dialogue finisse où elle est vraiment déjà sans force. Ouais, sans force, mais elle dit jamais je suis malade, je vais mourir. Et ça, c'était la couche que j'ai composée pour 2008 et qui était créée ici à Cité de la Musique. Ce sont les dialogues avec quelqu'un qui n'est pas là, toujours, et qui raconte en fait toute cette histoire. Et maintenant, on va ajouter 2 couches nouvelles, et ce sont les vrais monologues, qui s'appellent aussi monologues, et ce sont les... ça s'appelle enregistrement, ça s'appelle recordings en anglais. Les monologues sont ils sont entre les dialogues, et ce sont des moments où, comme vous voyez, c'est une musique absolument différente, parce que c'est seulement le solo du soprano, parce qu'elle est vraiment toute seule avec elle-même, et on n'a pas vraiment une vraie mélodie, ou c'est quelque chose que Clara et moi on appelle chanter comme dans la salle de bain, parce que vous connaissez que nous tous, si on est avec soi-même, on fait parfois on utilise le voix pour soi-même en fait, et c'est une utilisation complètement différente que la utilisation de la voix si on parle avec quelqu'un. Et pour ça, on a développé, disons, une façon de chanter qui est vraiment très fine et très, disons, spécialisée sur le souffle et sur la utilisation des cordes vocales au niveau presque pianissimo, ou presque rien en fait. C'est quelque chose entre la silence et le début de la voix, disons. Et vers la fin de la pièce, on va avoir un mouvement très large qui s'appelle recordings, enregistrement. Et ce sont les 4 enregistrements qu'elle fait en fait pour les 2 filles, le mari, et finalement pour l'amoureux qui s'appelle Lee. Et là, c'est une autre façon comment composer le temps en fait, parce que qu'est-ce qu'elle essaye, c'est fixer, disons, le temps pour le futur. Elle essaye de laisser rester quelque chose de sa voix pour les autres. Et pour ça, en fait, c'est un petit peu trop petit, mais disons que ce qui se passe là, c'est un élargissement de la voix extrême. Alors on a là des notes qui sont très très longues, alors 30-40 secondes, alors c'est vraiment l'extrémité de souffle, des possibilités de souffle, mais